Bonjour, bon midi, j'espère que vous êtes en forme, que vous vous relevez de cette élection qu'on croyait qui passera à l'histoire. Je pense que je pense qu'on est en droit de se poser des questions, mais il est midi, nous sommes le 21 septembre, et j'avais le goût d'en discuter avec mon bon ami, Maître André Lafrance. Alors, André, sois le bienvenu. Hey, bonjour Samuel, toujours un plaisir renouvelé de te parler de sujets brûlants d'actualité. Merci beaucoup d'être là. Je sais que tu aimes faire des mises en garde avant qu'on commence habituellement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je pense que ça ne sera pas vraiment nécessaire aujourd'hui de faire de mise en garde, d'autant qu'on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, qui n'est pas sensible autrement que de discuter des résultats des élections d'hier. Mais André, comment est-ce que tu peux expliquer le fait que, oui, les élections intéressent beaucoup de monde, mais permettent quand même à 40% peut-être de la population de ne pas exercer ce droit de vote-là? Est-ce qu'il y en a qui te confient des choses par rapport à ça? Pourquoi il y a presque autant de personnes qui votent, qui ne votent pas? Ben, écoute, le problème qu'on a au Canada, c'est que le vote n'est pas obligatoire. Donc, déjà là, les gens ne sont pas tenus d'aller voter. Il y en a qui ne vont pas voter pour toutes sortes de bonnes raisons, soit qu'ils sont malades, ils sont occupés à autre chose de plus important pour eux qu'une élection, et puis finalement qu'ils se disent que ceux qui vont aller voter vont voter un peu dans le même sens qu'eux. C'est un peu pour ça que des gens décident de ne pas aller voter. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. J'ai voté à toutes les élections fédérales, provinciales et municipales depuis que j'ai le droit de vote. J'ai 16 ans, j'en ai 63, j'en ai manqué aucune. Ah ben, écoute, moi, je pense que c'est plaisant à voter. J'en trouve un plaisir à aller voter, même si je le répète souvent, que j'ai pratiquement toujours perdu mes élections. Ça me dérange pas des perdre en ayant voté. Ça me dérangerait des perdre en n'ayant pas exercé mon droit de vote. Parce que je me dirais, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Mais je suis souvent à contre-courant. Euh, Quand les gens te parlaient, est-ce que cette année, est-ce que toi, tu as eu ce genre de confidence-là, des gens qui changeaient leur fusil d'épaule, qui, qui te confiaient qu'ils étaient pour changer leur façon de voter qu'ils avaient habituellement? Est-ce que tu as eu ce genre de commentaires-là? Pas vraiment. Les commentaires que j'avais, en fait, c'était plutôt une question que je te dirais de désintéressement tout à fait total de la population dans l'élection qui est maintenant aujourd'hui consommée. C'était plutôt un désintéressement. C'est sûr que quand j'ai fait les portes pour récupérer mes signatures, je me suis assuré que ces gens-là votent pour moi. Après ça, pour toutes sortes de bonnes raisons que tous connaissent, j'ai décidé de ne plus faire de campagne. Euh, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai entendu, c'est que le résultat qui est maintenant connu aujourd'hui, en fait partiellement parce qu'on n'a pas tous les votes qui sont entrés, est exactement celui que j'avais prédit depuis le début, que ce serait un gouvernement minoritaire, en fait dirigé par Justin Trudeau. Ah oui? Oui. T'en étais convaincu de ça? J'étais convaincu, j'ai eu des discussions quand même assez serrées avec des gens qui s'occupaient du Parti populaire du Canada. En fait, une des secrétaires de ce parti-là que je connais bien, elle pensait, elle, qu'on aurait un gouvernement conservateur minoritaire, mais comme je lui ai expliqué, il n'y a aucune différence entre les deux partis. Selon moi, c'est de la cuisine interne, mais ce n'est pas tout à fait fondamental comme différence entre les deux partis. Donc, les Canadiens n'avaient pas vraiment de choix autre que de voter dans le sens où ils ont voté. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est quoi les conséquences là, pour les Canadiens, les Canadiennes? C'est quoi les conséquences là, de ce résultat-là? Ben, en fait, la plus gravissime conséquence de l'élection, c'est que, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, le premier ministre Trudeau, les stratèges derrière lui, avaient une visée. Ils connaissaient l'issue du scrutin. Ils le savaient d'avance quelle serait l'issue du scrutin. Mais ce qui est important, c'est ce qui a été discuté lors de la campagne électorale, autant par M. Trudeau que par M. O'Toole. Ça vient consacrer quelque chose qui n'existait pas dans les programmes électoraux où on avait élu Trudeau, justement, il n'y a pas si longtemps que ça. Là, maintenant, on vient de conforter le choix que Trudeau avait d'aller vers ce qu'on appelle un changement fondamental de la société. Et c'est ça qui est vraiment dangereux dans le calcul
d'autant plus que O'Toole n'était pas vraiment loin de lui dans l'idéologie politique. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui pourrait être réalisé à court terme là, ou à très, très, très moyen terme là, comme nouvelle façon d'être Canadien? Ben, en fait, ça va rassurer le premier ministre dans ses visées d'imposer un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre social. Euh, O'Toole a parlé de choses qui étaient sensiblement comparables à ce que Trudeau avançait. C'est pour ça qu'O'Toole n'a pas fait de percée, parce que justement, il a usé de prudence, ils ont usé de politique, ils se sont rendus compte que l'opinion publique était justement pour ce qui se passait actuellement en grande majorité. Et ceux qui ont voté, ce sont les mêmes qui ont voté lors de la dernière élection. Peut-être des nouveaux joueurs, mais que je peux dire, c'est qu'ils ne sont pas confortables dans leur choix parce qu'il y a des gens qui se sont abstenus. Donc, cette abstention importante du vote, quant à moi, ne peut pas être interprétée par M. Trudeau comme un mandat clair, mais très certainement comme un mandat de réaliser ce qu'il voulait réaliser. Maintenant, il va en fait, comment je dis, excusez-moi, je bafoue, là, mais c'est les partis d'opposition qui vont faire la différence sur cette question du grand reset, parce qu'on va appeler les choses par leur nom. Trudeau va pouvoir réaliser son programme dans la mesure où les partis d'opposition acquiescent à cette philosophie. Puis, faut expliquer aux gens que des fois, les partis de l'opposition ne sont pas prêts à retourner en élection tout de suite. Ça peut dépendre au niveau organisationnel, ça peut dépendre au niveau de l'argent, ça peut dépendre il y a d'autres facteurs qui font que ces gens-là sont obligés de suivre un peu ce qui se passe parce que en se disant on peut pas retourner en élection aux 6 mois non plus. Donc ça peut être stratégique pour lui, là, Trudeau, d'imposer immédiatement certaines mesures en sachant très bien qu'ils vont le garder au pouvoir. Donc, parce qu'il y a un plan, et quand il dit qu'il y a un plan, il faut le croire, là. C'est vrai, là. Lui, il a réellement l'intention de réaliser, si on pourrait dire, le programme de picouille coast to coast au maximum des possibilités. Il y a aussi, faut comprendre que lui se donne un mandat clair avec ce qu'il y a eu comme chiffre, mais que dans les faits, le message qui a été transmis par tout le monde, c'est de dire, on te demande de consulter d'autres partis et d'aller chercher l'accord avant de mettre quelque chose. Mais comme on sait que le Parti conservateur et que le NPD, aussitôt qu'on met de l'argent quelque part, ben lui, le NPD, il est heureux. Il sait très bien où aller chercher ses appuis en temps et lieu pour faire passer à peu près tout ce qu'il veut nous faire passer. Fait qu'on a au moins, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a au moins pour un an et demi à le subir encore une fois avant qu'on retourne en élection? Moi, je pense qu'on ne retourne pas en élection avant 4 ans. Toi, tu penses que c'est 4 ans qu'on Ouais, va le laisser là? ouais, Pour quelle raison? parce que ce n'est pas de son intérêt de provoquer des élections. Puis comme tu le disais très bien, ce n'est pas de l'intérêt des autres partis de provoquer une élection. Moi, je vous dis 4 ans, ça pourrait être moins dans la mesure où il y a un revirement de l'opinion publique. Il y a un glissement de l'opinion publique vers justement une critique des mesures adoptées par le gouvernement. S'il y a ce glissement qui se produit, il est clair que les partis d'opposition vont réfléchir à pouvoir justement défaire le gouvernement sur des questions aussi simples que des questions budgétaires. C'est une des meilleures façons de renverser un gouvernement, c'est sur une question budgétaire. On va se rappeler que le gouvernement de Joe Clark avait été renversé justement sur une question budgétaire. Donc, c'est clair que, selon moi, ils vont essayer de s'entendre parce que là, ce que tu as, c'est que tu as deux visions du Canada qui sont presque pareilles. Donc, tu as le Parti libéral qui a ses acolytes avec le NPD, naturellement, qui se rapproche beaucoup plus de ce que le premier ministre pense. Puis, tu as de l'autre côté le Bloc québécois qui, lui, est un peu collé aussi sur le Parti libéral. De l'autre côté, on a les conservateurs qui sont profondément divisés entre eux, avec le parti de Maxime Bernier, parce qu'il y a une aile plus radicale, en fait conservatrice, qui voudrait que les choses changent, qui voudrait que les citoyens aient beaucoup plus de liberté et qui voudrait en fait que l'État intervienne moins
Alors que l'aile de O'Toole est un peu entre les deux. C'est pour ça qu'on les appelle les progressistes conservateurs. Donc, tu as trois idéologies différentes qui s'affrontent, puis là, Trudeau, actuellement, a un gouvernement de coalition quasi majoritaire. Pour regarder ça comme ça, oui, il est minoritaire dans les faits, mais s'il s'entend avec le NPD et puis le Bloc québécois, c'est un gouvernement de coalition majoritaire. Puis on s'entend, pour se faire aimer du NPD, il s'agit de donner de l'argent. Exact. Ça, quand tu donnes de l'argent, le NPD, il est là, lui, il est heureux. Puis après ça, ben, si tu donnes un pouvoir sur papier au Québec, ben, le Bloc, lui, est heureux. Ça fait que, je veux dire, il sait comment organiser ses flûtes, là. Je veux dire, c'est pas compliqué. Après ça, il ferait porter l'odieux d'un refus à ces partis-là en disant, voyez, c'est à cause d'eux là, qu'on n'est pas capable de le faire, là, qu'on n'est pas capable de vous donner ça. Puis Trudeau, il s'en fiche, lui, de dépenser 1000 milliards. Là. Lui, ouais. il s'en fiche, il sait qu'il ne payera jamais ça de toute façon. En fait, Samuel, un geste qui serait intelligent de la part du premier ministre, qui a sûrement dû commencer à faire, c'est de nommer dans des postes clés, des postes stratégiques des membres des autres partis à l'intérieur de la fonction publique. L'autre façon aussi serait de nommer un ministre qui provient d'un autre parti. Par exemple, on pourrait nommer au Québec un ministre responsable qui proviendrait du Bloc québécois et on pourrait nommer dans les provinces de l'Ouest un ministre responsable qui proviendrait du NPD. Pas des tâches importantes, mais je pense qu'on s'enligne vers ça. Si le premier ministre a le moindrement d'intelligence, il va attacher les deux autres partis de cette manière-là, qui vont probablement tomber dans le panneau. Puis, tu sais, tantôt, ça serait une façon peut-être de nous démontrer qu'il est capable de travailler avec les autres, mais est-ce que c'est vraiment son intention? J'ai comme l'impression des fois qu'il essaie plus de mettre la population de son bord en déversant tout ce qui est possible pour que ces gens-là mettent une pression sur leurs députés pour qu'ils acquiescent. Ben, écoute, moi, comme politicien local, je peux te dire qu'une fois qu'on est à la table du conseil, même si on a des idées divergentes, parce que moi, j'ai des idées assez divergentes sur mes collègues, mais quand vient le temps d'adopter des mesures qui sont des mesures qui ne sont pas vraiment qui touchent la population, mais c'est dans l'intérêt commun, règle générale, on s'entend pas mal sur toutes les résolutions, sauf celles qui sont un petit peu plus critiques. Actuellement, on a une discussion, nous autres, au sein de la municipalité sur la question de l'achat de l'église. À ce moment-là, moi, je ne suis pas tout à fait contre l'idée d'acheter l'église, mais je pense qu'on doit le faire dans un but de respecter les citoyens dans leur capacité de payer. Donc, on pourrait acheter cette église-là, puis je te fais un parallèle avec ça, seulement dans la possibilité peut-être de se débarrasser d'autres actifs. Moi, c'est ma position. Il y en a d'autres qui sont plus, on l'achète, puis c'est tout, puis on verra après. Mais à Québec et à Ottawa, ça se passe exactement de la même manière. Si tu voyais, moi, j'ai eu la chance d'aller dans les officines en arrière à Ottawa, justement, dans leur salle à manger où les députés vont tous manger tu sais, tu as les bancs de chaque côté de la chambre, puis à gauche, il y a une espèce de cafétéria où les députés vont manger. Et c'est là qu'on voit comment ça se passe dans les coulisses du pouvoir. C'est que finalement, ces gens-là, une fois qu'ils sont au pouvoir, là, le parti, l'appartenance, c'est seulement pour la game politique à la TV. Là. Mais dans les faits, ces gens-là travaillent ensemble plus souvent qu'autrement. Et moi, je peux te dire que je suis assuré que le Bloc québécois savait qu'il s'en allait en élection. Je suis assuré que le NPD le savait et que les conservateurs savaient tout ça qu'il allait en élection. L'objectif, c'était justement de valider la position gouvernementale actuelle. Ben, puis, pour les gens qui n'arrêtent pas de mentionner que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, qu'il y a énormément, c'est 600, 700 millions, sachez une chose, c'est plus que ça, parce que l'appareil gouvernemental est au ralenti lorsqu'on est en élection, donc on perd beaucoup de productivité, beaucoup de dossiers restent en suspens. Il y a d'autres dépenses qui ne sont pas comptabilisées là-dedans, mais qui sont organisées, comme par exemple, soudainement, des belles campagnes de publicité avant le déclenchement des élections qui viennent réconforter les bilans du gouvernement actuel. Et puis, il faut savoir que
ça donne droit à des crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, c'est d'autres choses que le gouvernement se prive, c'est des revenus futurs que le gouvernement se prive parce qu'il donne des remboursements. Je vous donne un exemple. Si on contribuait pour 400 $, un couple qui contribue chacun 400 $ dans une campagne électorale reçoit 600 $ en crédit du gouvernement. Donc, c'est quand même, ça y a coûté 100 $ en tout. Donc, chacun. Alors, c'est de l'argent qui est non comptabilisé. Ce que je veux mentionner, par contre, c'est que lorsqu'on a un grand dépensier comme Trudeau aux commandes, des fois, c'est préférable de retourner en élection régulièrement, qu'on paye le 600-700 millions et plus pour tenter de restreindre ses dépenses. Parce que lui, chaque journée qu'il est au pouvoir, on endette les générations futures pour longtemps. Donc, oui, c'est vrai, ça coûte beaucoup d'argent, mais il coûte énormément d'argent à laisser aux commandes du Canada. Je pense que des fois, c'est préférable là, de dépenser cet argent-là. C'est mon point de vue, là, mais je ne vous demande pas de le partager, mais au moins de réaliser que il y a un contrepoids là, à tout ça, parce qu'il dépense, il ne regarde pas trop la structure, et puis on sait très bien que chaque argent, chaque dollar qu'on obtient aujourd'hui sera un dollar que les générations futures, ou même nous, André, toi et moi, puis les gens qui nous écoutent, auront à se priver pour des soins d'aide à domicile, peut-être parce que les transferts aux provinces seront moindres. Ça pourrait être une augmentation de la TPS, ou ça pourrait peut-être être l'imposition de la vente du profit relié à la vente de notre résidence ou de notre chalet, etc. Donc, il y a des conséquences à tout ça. Oui, c'est une question d'argent, mais ça va au-delà de l'argent. Ben écoute, moi, Samuel, je vais un peu dire la même chose que toi, mais de façon un peu différente. Une élection, ça devient nécessaire, comme tu dis, dans certaines circonstances, justement pour se débarrasser de quelqu'un qui ne devrait pas être au pouvoir. Puis c'est l'exercice fondamental de la démocratie. Cet exercice-là a un prix, et c'est le prix qu'on doit... OK, on va laisser passer la grille passée. Et c'est le prix qu'on doit accepter de payer, justement, pour pouvoir faire des correctifs. Non seulement ça, il y en a les plus vieux vont se rappeler de John Turner, qui était le plus grand dépensier de l'histoire du Canada, mais Justin Trudeau a dépassé largement John Turner. Donc, l'élection, c'est un investissement dans la démocratie. Et puis, ça a un coût, puis on n'a pas le choix. Ça fait partie des règles du jeu, puis il faut arrêter de dire que les élections coûtent cher, puis qu'on ne devrait pas les faire, puis que finalement, quand on accepte ce genre de discours-là, on accepte qu'on devienne de plus en plus un État totalitaire. Ce que je pense qu'on devrait par ailleurs prévoir, c'est des élections à date fixe, comme aux États-Unis. Mais là, ça empêcherait justement de pouvoir se débarrasser d'un gouvernement en cours de route par des votes de confiance. Donc, c'est un pensez-y bien. Est-ce qu'on est prêt à endurer une gang pendant 4 ans, mais qu'on soit sûr de la journée de l'élection, puis qu'on soit sûr de la prise du pouvoir, ou est-ce qu'on préfère rester dans un système parlementaire d'inspiration britannique? Alors, parce que là, dans l'autre cas, c'est une inspiration républicaine. En fait, c'est comme une république, finalement, comme aux États-Unis ou comme en France. Alors, est-ce qu'on veut conserver des élections? Est-ce qu'on veut avoir maintenant un nouveau régime parlementaire qui serait dénaturé du système britannique? Ou est-ce qu'on veut conserver la possibilité en cours de route, comme parti politique, de pouvoir justement défendre un gouvernement sur des questions importantes comme des questions budgétaires? C'est une question importante, mais ce que je pense que les gens doivent enlever de leur langage, c'est le coût de l'élection. Ça, là, ça n'a rien à voir. C'est de l'investissement pour se débarrasser de quelqu'un qui n'a pas d'allure. Donc, puis c'est aussi la question de l'exercice de la démocratie. Puis quand on parle comme ça, finalement, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est plus pour la démocratie. Puis on voudrait qu'il n'y ait pas d'élection parce que ça coûte trop cher. Oui. C'est ça, exactement. Je pense qu'il y a des choses, par contre, qu'on pourrait s'assurer pour que les élections soient plus efficaces, coûtent peut-être moins cher. Ça, c'est un bon point. Je pense que, par exemple, on pourrait faire comme en France et comptabiliser les secondes d'apparition publique au bulletin de nouvelles, dans les journaux, dans les médias.
et les comptabiliser. Parce que je pense qu'il y a un déficit entre certains partis ou entre certains candidats et ça prive les citoyens d'avoir accès à une information qui est peut-être mieux répartie, peut-être un petit peu plus équitable ou égale, je veux dire. Donc, et ça, ben, ça crée une différence qui m'interpelle. Également, je pense que on va devoir comptabiliser les dépenses de nos partis, pas simplement en termes d'argent, mais en termes également au niveau environnemental. Je pense qu'il y a une facture liée à ça qui devrait être comptabilisée pour dire, ben, la façon dont vous allez mener votre campagne, ben, il y aura un coût environnemental qu'on va pouvoir associer à ça. Et mes tabarouettes, vous allez devoir donner l'exemple. Parce que présentement, on voit qu'un seul homme se déplacer avec une équipe de 8 ou 10 personnes dans un gros avion, ça a peut-être un coût. Et puis, il va falloir qu'à un moment donné, on en parle parce que nous, les citoyens ordinaires, on va devoir subir prochainement des attaques en ce sens-là. Et puis, là, c'est comme si tout était permis pendant une élection, pendant une campagne électorale. Donc, il y a des choses qu'on va pouvoir, qu'on pourrait revoir, mais c'est difficile de les aborder, ces choses-là, parce que il faudrait que ça soit abordé par le parti qui en profite le plus présentement. Donc, je ne suis pas convaincu que lui, il est intéressé à avoir une chambre qui est représentée en fonction, par exemple, du pourcentage de confiance que les gens ont donné en fonction du pourcentage des bulletins de vote pour au niveau. Je ne suis pas sûr que ces changements-là, ils pourraient être amorcés par quelqu'un qui profite justement de l'effet contraire. Ben oui, effectivement. Puis ça, ce que tu parles, c'est drôlement important. C'est ce qu'on appelle la proportionnelle. Ça existe en France, comme tu sais. S'il y avait eu une proportionnelle au Québec, savez-vous que M. Legault ne serait pas au pouvoir? Oui. On aurait pas mal, peut-être moins de problèmes avec des gens qui étaient plus pragmatiques avant que Legault arrive. Parce que ce qui est arrivé, là, c'est qu'Anglade, finalement, on va parler du provincial, qu'Anglade, de son côté, Nadeau-Dubois de l'autre côté, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est un avocat comme moi, eux autres qui surfent sur une vague actuellement. Pensez-vous que ces gens-là, actuellement, veulent avoir un changement? Peut-être qu'on leur avait parlé de ça avant l'élection, d'avoir une proportionnelle. Et tu sais, ça fait des années qu'au Québec, on parle de proportionnelle. Donc, la question, c'est un changement fondamental parce que le Québec, comme les autres provinces, comme le Canada, sont des parlements d'inspiration britannique. Avec les règles du jeu qu'on connaît, est-ce qu'on est prêt à changer ces règles du jeu-là? On n'a même pas encore réglé la question du Sénat. Imagine-toi que maintenant, on voudrait dire qu'on ferait des proportionnels. Là, les partis, justement, qui en profitent, comme le parti, justement, de François Legault, qui ont été élus avec 37,3 des voix, si je ne me trompe pas, comme gouvernement majoritaire, là, quand même, c'est quand même pas rien. Ces gens-là se disent représentatifs de la population. Aujourd'hui, oui, ils peuvent le dire parce que Anglade, finalement, Paul Saint-Pierre Plamondon et puis Gabriel Nadeau-Dubois sont terriblement silencieux et finalement sont complices du gouvernement. Donc, dans cette optique-là, oui, il peut dire qu'il est majoritaire comme gouvernement parce que finalement, on le laisse faire ce qu'il veut. Parce qu'on n'a pas de couenne, on n'a pas d'épine dorsale comme parti politique. D'autant plus que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un avocat. Je pense que c'est lui qui est le plus habilité à parler des droits individuels, puis des droits et libertés de la personne, puis des abus qui sont commis contre une société. Finalement, est-ce que finalement, comme tu dis, les partis politiques qui profitent de ces situations n'ont aucun intérêt? Et au Québec, regarde toutes les élections. La plupart des gouvernements majoritaires ont été élus avec moins de 50% des voix. Moins de 50% des voix. C'est quelque chose, là. Puis quelqu'un me fait remarquer dans les commentaires que la grosse majorité des gens ne pensent pas comme nous, là. Je veux dire, on va chercher une fraction là, de l'électorat ou des gens qui pensent comme nous. Et les gens ils veulent croire en la démocratie, mais lorsqu'elle s'exerce, il faut aussi reconnaître qu'il y a des élections qu'on perd. Mm-hmm. Et là, si on croit à cette démocratie-là, comme elle s'installe, ben, à un moment donné, il va falloir en prendre acte également. Puis c'est très dommage, je veux dire, on n'aime pas perdre, là. Mais il y a quand même
un parti qui a été élu en sachant très bien comment ce qui a fonctionné pendant la dernière année et demie, et à peu près les mêmes personnes ont été aptes à voter dans le même sens qu'avant cette pandémie-là. Mhm. Il y a eu un effritement du vote, par exemple, des conservateurs vers le PPC. On me dira, mais on va parler après ça. Pour le reste, c'est des grenailles, c'est des anecdotes, là. Puis, on souhaiterait avoir un changement plus rapide. On souhaiterait avoir des partis en émergence plus efficaces, avec une remontée spectaculaire. Mais il faut quand même prendre acte de ce qui s'est produit. La grosse majorité des gens ont reconduit leur vote comme il s'était entendu avant la pandémie. Exactement. Puis en plus d'avoir fait ça, ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Ils ont vécu des mesures liberticides de la C'est part ça? des gouvernements provinciaux, de la part du gouvernement fédéral. Et je tiens à rappeler que ça fait presque 18 mois qu'on ne peut plus aller aux États-Unis en automobile, mais qu'on peut y aller en avion, là. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris, c'est que leurs libertés sont grandement affectées au nom d'une pandémie. En fait, c'est ce qu'ils appellent, eux, la pandémie. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a quelque chose que les citoyens ne veulent pas comprendre ou en fait, la machine gouvernementale a été tellement présente dans l'esprit des gens qu'il y a des gens qui actuellement sont profondément affectés par la situation. Ils ont vraiment peur, là. Et nous, on fait partie de ces gens-là qui se questionnent, puis parce que tu te questionnes, ben, tu es mis de côté. Mais moi, ça ne me dérange pas d'être mis de côté parce que je pense que c'est important que dans une société, il y a des gens qui se questionnent. Dans la dernière Grande Guerre mondiale, il y a des partisans qui se sont questionnés. Ils étaient une minorité, mais vraiment une petite minorité, mais c'est eux autres qui ont sauvé notre liberté. Et je pense qu'on doit continuer, moi et toi, et puis tous les autres, que ce soit Daniel Pilon, Stéphane Blais, etc. On doit continuer ce combat-là qui est nécessaire, Effectivement. qui est libre et démocratique. Puis, pour répondre à M. Réginal, qui dit est-ce que j'ai affaire à des gens-là de l'opposition contrôlée, c'est vraiment mal me connaître. Puis, c'est dommage que vous ayez ce genre de discours-là, M. Réginal, parce que lorsque on constate des choses, ça ne veut pas dire qu'on est en accord, ça ne veut pas dire qu'on les appuie, ça ne veut pas dire qu'on les a inspirés, ces choses-là. On Ben, bien, constate des choses et puis c'est juste pour prendre de la mesure de ce qui s'est produit, point. Mais moi, ça n'empêche rien à mon combat, ça n'empêche rien à mes revendications. Si j'étais un opportuniste, croyez-moi, là, je ne serais pas sur un écran à tenter de parler avec 3-4% de la population. Je serais fort probablement candidat dans une organisation qui est capable de lever énormément, puis où j'aurais à être un yes man, à écouter ce que le chef nous dit, à lever la main quand on me dit de la lever, puis à chaque semaine encaisser un salaire très, très bon qui, mixé, ajouté avec la pension future, est très, très bon. Alors, donc, faut arrêter de se taxer d'opposition contrôlée. Aussitôt qu'on veut tout simplement parler d'une situation qui existe, c'est dommage d'avoir ce genre de discours-là parce que ça l'empêche justement de faire émerger ce qu'on voudrait comprendre de tout ça. Soyez sans crainte, je suis très déçu aujourd'hui, là. ben, moi, ce que je peux te dire, ce que je dis à Réginal, c'est finalement, c'est peut-être lui l'opposition contrôlée. C'est peut-être lui, finalement, l'opposition contrôlée. En fait, c'est trop facile de dire des phrases comme ça, toutes faites, un peu comme quand on nous traitait de complotistes. Des mots qui n'existent pas. Opposition contrôlée, si on demandait à Réginal de nous décrire ce qu'elle est, l'opposition contrôlée, je pense qu'il serait incapable de dire ce que c'est. Puis, je pense que Réginal, là, ben, il devrait prendre son petit téléphone cellulaire et s'exposer sur la place publique comme nous, on le fait, avec les Oui. conséquences que ça a. Parce que lui, il n'a pas l'air à se rendre compte là, des conséquences. Moi, je suis conseiller municipal, là. Je suis membre du barreau du Québec. Puis si j'étais de l'opposition contrôlée, ben, je me complairais, moi, dans le confort de mon silence. Non, moi, j'ai décidé que je parlais. Puis je commente une situation, puis c'est important que les gens comprennent. Même si ça ne leur fait pas plaisir d'entendre que Trudeau est allé chercher un mandat fort, c'était ça la réalité. Il faut qu'il revienne les deux pattes sur la terre, M. Réginal, puis qu'il prenne son cellulaire, puis qu'il fasse comme nous. À un moment donné, critiquer les gens pour critiquer les gens, puis les appeler d'opposition contrôlée quand on ne sait même pas ce que ça veut dire,
Je pense qu'on a un problème avec ça. Puis j'invite les gens, quand ils disent des choses comme ça, de comprendre de quoi ils parlent, puis d'expliquer de quoi ils parlent. Parce que c'est trop facile de critiquer Samuel, de me critiquer moi, de critiquer Dan Pilon, de critiquer Stéphane Blais ou tous ceux qui, depuis quelque temps, font en sorte qu'on essaie de s'en sortir. Et je peux vous dire que tranquillement, pas vite, la population est en train de changer de cap. Mais ça va prendre encore des semaines, voire même des mois. Mais on va y arriver. Mais on n'y arrivera pas, justement, avec un discours comme Réginald vient de nous servir, alors qu'il n'est même pas capable de nous expliquer c'est quoi de l'opposition contrôlée. Hein? C'est comme complotiste. Essaye de m'expliquer ce mot-là. Tu vas avoir de la difficulté en sacrifice, ça n'existe même pas. Ben, si tu commences à parler à quelqu'un, puis la première phrase qu'il dit, tu le taxes de raciste ou d'homophobe ou de complotiste ou d'opposition contrôlée, c'est que tu viens de couper toute possibilité d'avoir un échange un peu au-dessus de ce qu'on peut avoir, puis d'avoir un échange qui soit vraiment payant pour tout le monde. Tu sais, un échange où les deux amènent à réfléchir l'autre. Et puis, moi, je pense que c'est là qu'on a un intérêt, nous, les humains, à se parler puis à continuer de parler. Tu sais, André, moi, j'adore lorsque tu analyses une situation, ça ne veut pas dire que je suis tout le temps d'accord avec ton point de vue, mais j'aime la façon dont tu t'y prends pour parler puis amener ton point. Alors, le processus, je l'aime. Alors, le résultat, des fois, oui, peut-être on serait arrivé à des constats différents, mais est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que c'est favorable, c'est bon d'avoir des discussions avec des points de vue différents. C'est ça qui nous permet à chacun, à tout le monde, de pouvoir réfléchir, avoir une réflexion, s'approprier la réflexion de l'autre des fois en partie, des fois la rejeter avec nos raisons. Et c'est là qu'on en sort gagnant tout le monde. Moi, je n'ai pas intérêt à ce que les gens soient toujours d'accord avec moi. C'est pas ça mon but du tout. Mais ce que j'ai un intérêt, par contre, c'est que les gens sachent pourquoi ils ont ça, ils ont leur point de vue. Puis c'est quoi leur raison qui les amène à penser ça? Puis pourquoi ils peuvent le défendre, ce point de vue-là? Bien, en fait, notre but, Samuel, c'est d'amener les gens vers une réflexion logique. Puis ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de leur dire la vérité. La vérité, c'est pas compliqué. Les résultats électoraux sont là. On ne peut pas dire autrement que qu'est-ce qu'ils sont, puis qu'est-ce qu'ils veulent probablement dire. Ça, c'est important que les gens comprennent ça parce qu'ils vont se ressaisir, puis ils vont avoir une nouvelle approche pour justement convaincre leurs voisins que ça s'en vient, puis que c'est encore plus grave qu'on pense. Parce que cette élection-là, puis je vais me répéter, c'est une élection stratégique. Le but était fondamentalement de faire passer quelque chose que les Canadiens n'auraient pas accepté autrement, puis c'était de valider quelque chose qui ne faisait pas partie des programmes électoraux et qui maintenant en font partie. Et en terminant, André, si je peux me permettre, je sais qu'il y en a qui sont très découragés aujourd'hui. Puis, je tiens juste à dire qu'il ne faut pas voir cette élection-là, puis vous l'approprier, puis la mettre sur vos épaules à vous seul, puis vous sentir découragé à un tel point que vous aimeriez en finir avec vos jours. J'aime pas ça, mais je sais qu'il y en a qui appellent à l'aide présentement. Le 1-877 appelle. Vous pouvez en tout temps communiquer avec ces gens-là. C'est 24 heures, c'est 7 jours par semaine. C'est confidentiel. Ils vont pouvoir vous aider si aujourd'hui vous ressentez un trop-plein d'émotions ou que vous êtes en mal, vous n'avez pas à vous justifier par rapport à ça. J'ai vu passer un commentaire tantôt qui m'inquiète. Donc, s'il vous plaît, 1-877 appel, prenez le temps de verser votre trop-plein, d'appeler. Faites un geste pour vous parce que il ne faut pas ramener ça à soi personnellement. C'est collectivement qu'on a vécu quelque chose et on va le vivre collectivement. Moi, c'est ce que je suis pas thérapeute, je peux pas vous aider par rapport à ça. J'ai pas de compétences là-dedans. Ça serait dommage que je donne de mauvaises indications. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vécu quelque chose collectivement. Autant pour ceux qui ont gagné que pour ceux qui ont perdu. Faut pas ramener ça à soi personnellement et prendre toute cette douleur-là et la mettre sur ses épaules et de se dire que c'est terminé. C'est pas comme ça c'est pas dans ce dessin-là que je fais des directs. Moi, c'est pour donner de l'espoir, c'est pour qu'on puisse parler ensemble, pour qu'on puisse relativiser, qu'on puisse décortiquer tout ça. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Ça va être mon message aujourd'hui. 1-877 appel. S'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Puis moi, ce que je rajoute, Samuel, c'est que j'invite les gens
à prendre un peu de recul, à clairer ça de leur esprit là, pour les prochains jours, puis à regarder un peu devant eux qu'est-ce qui est la possibilité. Rappelez-vous qu'il y a un 40% de la population qui ne demande qu'à se faire convaincre. Quand vous allez aller cogner à des portes, oui, vous allez frapper des croyants qui n'ont rien à faire pour changer de côté parce que c'est justement des irréductibles. Mais il y a un 40% de la population qui ne cherche qu'à se faire convaincre dans un sens ou dans l'autre. Cette population-là, elle est ambivalente autant que vous êtes insécure. Ces gens-là n'attendent que votre aide. Finalement, accrochez-vous justement à ces gens-là, puis dites-vous que si vous travaillez, vous allez faire la différence individuellement. Puis ne vous laissez pas abattre. Samuel vous écoute, je vous écoute. Stéphane Blais vous écoute, Dan Pilon vous écoute. Je regrette d'en oublier d'autres. Il y en a bien d'autres qui font des lives. Il y a Joe Lindigo qui fait des lives. Il y a un paquet de monde qui font des lives qui s'adressent à une population qui est différente. Mais on a un objectif commun, c'est de maintenir nos droits et libertés. Et à force de travail, on va y arriver. Je vous demande juste de ne pas vous laisser abattre. Mettez l'élection de côté pour le moment. On va passer à autre chose dans les prochaines semaines. Et on va réussir. C'est ce que je vous dis. L'important, le message d'espoir, c'est que ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Sur ces sages paroles, merci beaucoup, André. Je te souhaite une belle journée. On se dit à bientôt. À bientôt. Et entre-temps, on garde le sourire. Effectivement. Merci tout le monde. Et puis, je vous donne rendez-vous ce soir, 20h. Au revoir. Bonne soirée. Bonne journée.